Tout commence dans une salle d'accouchement VIP. Une femme, sur le point d'accoucher, feuillette nonchalamment un magazine. Mais sa patience s'épuise, elle hurle aux infirmières de sortir ce bébé immédiatement, tout en continuant à lire. Soudain, les pleurs d'un bébé résonnent dans la pièce, et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Tout le monde commence alors à féliciter Maître Le, qui remercie ses invités pour leur gentillesse. Il demande à une servante où est Chicuin, et elle lui répond que le jeune maître avait une affaire urgente à régler sur terre. Furieux de l'absence de son fils, le grand-père le traite de bon à rien. C'est alors qu'un cri étrange retentit depuis la salle d'accouchement, faisant sursauter tout le monde. Inquiet, Le se lève et demande ce qui se passe. À l'intérieur, la mère est éblouie par une lumière vive qui brille juste devant elle. Lorsqu'ils entrent, le grand-père et ses hommes sont stupéfaits. La lumière vient du nouveau-né, entouré d'éclairs jaunes, semblant s'amuser. Personne ne s'attendait à ce qu'un roturier se réincarne dans une famille aussi prestigieuse et qu'il éveille une perception divine. Un écran de système apparaît, la perception divine de type foudre a été activée, avec une puissance de niveau océanique. Le grand-père, sous le choc, réalise que son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre. Il laisse tomber sa canne et s'écrie que son petit-fils possède une perception divine innée sans pareille. Il le prend dans ses bras, fou de joie, proclamant que le clan Lu a enfin produit un génie exceptionnel. Mais le bébé, notre protagoniste, pense intérieurement qu'il va utiliser cette opportunité pour s'approprier tout ce que le clan possède et empêcher son père de se réincarner un jour. Les servantes remarquent que le nourrisson sourit déjà et n'a même pas pleuré, un signe de destin noble. L'aîné promet de mettre tous les moyens du clan à disposition pour élever l'enfant. Le bébé, conscient de lui-même, repense aux 6 derniers mois passés depuis qu'il a été trahi et tué par un salaud. Un mois après sa réincarnation, sa mère a bu un élixir spécial donné par l'une de ses servantes. Immédiatement, une lumière dorée a irradié son corps. Grâce à cela, il a acquis une capacité de croissance accélérée, atteignant le niveau D alors qu'il n'était encore qu'un embryon. Il réfléchit à quel point les roturiers ne peuvent rivaliser avec la puissance des clans, et se rend compte qu'il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Pourtant, il s'interroge, cette capacité n'est mentionnée dans aucun registre. 2 mois plus tard, il a dû faire face à une crise d'absorption contre l'embryon originel de la mère, mais en est sorti vainqueur. Il a absorbé l'embryon et obtenu sa perception divine innée de type foudre, l'un des éléments les plus rares. Ravi, il prévoit d'exploiter toutes les ressources du clan pour devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, sa perception divine a déjà atteint un stade intermédiaire. On découvre alors la chambre de sa mère, où des talons et des sous-vêtements sont éparpillés au sol. Sur le lit, elle est avec un homme blond, alors qu'elle est encore enceinte. L'amant lui demande si elle n'a pas peur, mais elle répond que son mariage est purement politique. Le fœtus entend tout, y compris les doutes de l'homme sur sa paternité. La mère, elle, en redemande. Agacé, le bébé sent que tout ce vacarme nuit à son absorption d'énergie, alors il relâche une grande quantité d'énergie, brûlant sa mère de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le sommet du niveau D, et il comprend la constitution de sa mère. Un homme au visage calme et séduisant observe son ventre, se demandant quand ce fichu gamin naîtra. Dans l'utérus, le fœtus ouvre les yeux et fixe son père d'un regard plein de haine. Il reflète le visage de l'homme dans son esprit et le traite de sale bâtard. Dans un flashback, on découvre sa vie passée. Un de ses compagnons blessés le supplie de fuir face à d'atroces bêtes. Mais le jeune homme, nommé Lou, reste figé. Il regarde impuissant son ami se faire dévorer par un monstre, pendant que le traître, leur ancien camarade, rit d'un air cruel. Ce dernier ordonne de nourrir la bête pour créer un noyau spirituel. Le traître regarde Lou avec mépris et moquerie, et un immense pieu s'abat sur lui. L'ancien compagnon l'empale sans pitié, le soulevant dans les airs. Choqué, Lou contemple sa blessure au torse. Son agresseur rit comme un fou et lui lance que c'est ce qui arrive à ceux qui surestiment leur force. Rejeté au sol, Lou comprend qu'il a été dupé et utilisé pour nourrir la bête. Alors qu'il meurt, sa seule pensée va à ses petites sœurs. Il se souvient leur avoir dit au revoir, leur promettant de revenir bientôt. Il ferme la porte derrière lui, les laissant seuls. Depuis, les fillettes regardent la lune, se demandant quand leur grand frère reviendra. Revenu dans le ventre maternel, le fœtus est empli de rage. Il jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Il concentre son pouvoir, prêt à frapper son père, qui se trouve juste derrière le mur. Puis, le petit frappe de toutes ses forces en plein visage du traître, le prenant totalement par surprise. Le coup est si puissant qu'il envoie l'homme valser à travers la pièce, et la mère ressent un violent coup de pied qui la stupéfie. Le père du garçon s'effondre au sol, tordu de douleur, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que ce garnement fasse déjà des siennes alors qu'il n'est même pas encore né. Le grand-père ordonne alors à l'infirmière d'aller voir ce qui se passe dans la salle. Le personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, ce qui accélère son développement. Soudain, elle réalise, alarmée, que le bébé est sur le point de naître et que la mère entre en travail. Le garçon se lamente, dans sa vie précédente, il avait atteint le sommet du niveau DD, et maintenant il est à 2 doigts d'une percée.
Dans une douleur immense, la mère hurle pour qu'on appelle l'équipe d'accouchement la plus compétente, immédiatement. Un mois après sa naissance, la famille Lou organise un grand banquet de célébration. Plusieurs familles influentes du sud de Chiao arrivent, apportant des cadeaux pour le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père assiste à une performance de violon, accompagné d'une servante. Pendant ce temps, le protagoniste, âgé d'1 mois, repose calmement dans les bras d'une servante. Un des invités félicite Maître Léo pour son petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un autre invite félicite le père du bébé, tandis que ce dernier fixe intensément l'homme qu'il a tué dans sa vie antérieure. La colère monte en lui en revoyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs, et il jure vengeance sur le champ. Dans ses souvenirs, il revoit ses jeunes sœurs, ravies à l'idée d'un gros gâteau d'anniversaire. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec le frère Shen, qui lui reprochait son retard pour une mission. Le jeune homme s'excusait, tandis que le traître admettait ne l'avoir engagé que parce qu'il avait entendu dire qu'il avait besoin d'argent. Ce dernier lui conseille d'utiliser sa tête, et le jeune homme le remercie pour l'opportunité. Ses sœurs attendaient avec impatience leur part de gâteau. L'aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant de revenir vite. Il prend alors son arme dans un sac et quitte la maison. La porte se ferme derrière lui, laissant les 3 petites filles seules, les yeux tournés vers la lune, espérant le revoir. Ailleurs, dans une forêt sombre, un homme s'approche d'un portail lumineux. Il fume une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G lors de la fête. Ce jeune maître G semble être le chef d'une opération dangereuse. Entouré de ses hommes, il demande où en est la mission. L'homme l'informe que le groupe est à l'intérieur depuis un moment, et que les bêtes doivent être bien nourries. Maître G félicite le vieux chêne pour son efficacité, avant de se tourner vers une femme et lui dire qu'ils sont venus juste pour elle. Elle ricane, disant qu'il n'est qu'un autre vaurien de la famille G essayant de grimper les échelons. Le groupe de traîtres s'approche alors du portail pour quitter les lieux désolés. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros le prévient d'une bête puissante à proximité. Maître G est surpris de voir un survivant, car il a encore besoin de chair pour ses médicaments. Shen affirme ne pas comprendre comment quelqu'un a pu survivre, car ils n'étaient que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit assourdissant attire leur attention. Tous regardent dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation d'un air grave. Il remarque alors qu'une des bêtes a une blessure fraîche à la patte. Le monstre fixe alors notre héros, seul au milieu du champ de bataille. Épuisé et blessé, le jeune homme tient bon, prêt pour l'affrontement final. À ce moment, un traître s'approche lentement. Maître G exige de savoir d'où vient cet homme et comment il a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, Maître G est stupéfait et l'appelle Yen. Le jeune homme se tourne vers lui et appelle Frère Shen, confus. L'ami de Yachen lui demande s'il a apporté du renfort, alors que les ennemis commencent à fuir. De retour au présent, le bébé jure de venger cette trahison sanglante. Il tend les bras vers le traître, en émettant des sons de bébé. L'homme, confus, balbutie, tentant de comprendre ce que le nourrisson veut. Le père du garçon dit que son fils veut être pris dans ses bras, et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Il le soulève alors, le remerciant pour ce cadeau, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Mais dès qu'il est dans les bras de l'homme, le bébé libère une énergie jaune. Il utilise alors sa puissance foudroyante pour infliger une décharge violente à son ennemi. Le traître hurle de douleur alors que le courant traverse tout son corps. Sous le choc, il lâche le bébé, qui s'écrase lourdement sur le sol du manoir. Les femmes à la fête sont alarmées et se tournent vers le bruit. Les musiciens s'arrêtent, stupéfaits par l'agitation. Le grand-père observe la scène d'un air grave. Les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le protagoniste, allongé par terre, se met à pleurer bruyamment pour sauver les apparences. Le traître, paniqué, se met à transpirer abondamment, terrifié par les conséquences. Furieux, le grand-père hurle contre lui pour avoir osé faire tomber le trésor de la famille Lou. Pris de panique, l'homme s'effondre au sol, jurant que ce n'est pas de sa faute et que le jeune maître a agi seul. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui assène un violent coup de pied, le traitant de chien. Le coup est si puissant que l'homme est projeté à l'autre bout de la pièce. Il se met à genoux et supplie son maître de lui accorder sa clémence. Il jure qu'il n'a jamais voulu blesser l'enfant et propose d'offrir tous ses trésors pour le soigner. Le père du petit semble prendre un malin plaisir à toute la scène et affiche un sourire moqueur. Le maître de maison ordonne alors qu'on traîne le traître dehors pour lui administrer une bonne correction. L'homme remercie même pour le châtiment, pendant qu'une servante ramasse le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste affiche un sourire malicieux, satisfait du résultat. Avec le front meurtri, l'ennemi reste là, confus, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Le petit continue de hurler et de pleurer à plein poumon pour maintenir son déguisement parfait devant tous les invités. Le vieux traître est de nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne alors à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il a été blessé par la chute. L'aîné gronde son fils, affirmant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un bon marien comme lui. D'un reniflement méprisant, le chef de famille tourne les talons et quitte la fête, furieux. Le père du garçon, enragé par les paroles de son propre père, serre son verre jusqu'à le briser à main nue. Il se retourne et assène un violent coup de pied au visage du traître,
puis enchaîne avec un autre coup, ordonnant qu'il soit traîné dehors et donné en pâture aux chiens du domaine. Les gardes l'attrapent tandis qu'il supplie qu'on l'épargne, mais personne ne prête attention à sa douleur. Le maître de maison dit aux invités de poursuivre la fête, et le bébé réfléchit à comment absorber encore plus de pouvoir. Le médecin examine le nourrisson et déclare qu'il a une constitution exceptionnelle et qu'il se porte parfaitement bien. Le grand-père rit et se réjouit que son petit-fils n'ait subi aucun mal et soit en excellente santé. Mais ce qui compte vraiment pour le bébé, c'est de retrouver ses 3 sœurs perdues. Il doit grandir vite pour pouvoir se déplacer et absorber l'essence de cette femme. Il se met alors à pleurer, réclamant du lait et un médecin. L'aîné ordonne qu'on appelle sa belle-fille pour l'allaiter et lui faire prendre davantage de médecine spirituelle. La mère se plaint qu'elle vient juste de le nourrir et qu'elle est complètement épuisée. Le chef de famille lui rappelle qu'elle doit se sacrifier pour le futur du clan et pour le bien de son fils. À contre-cœur, la femme retire son manteau et se prépare à l'allaiter à nouveau. Le petit ouvre la bouche en pleurant, attendant que sa mère le nourrisse. Celle-ci le prend dans ses bras, les yeux rouges de fatigue, et commence à l'allaiter en se plaignant qu'il tète beaucoup trop fort. En voyant sa belle-fille faiblir, le grand-père ordonne qu'on lui apporte une soupe tonique. Un peu plus tard, on voit le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. Elle se plaint qu'il tète depuis trop longtemps et se demande s'il ne lui doit pas quelque chose d'une vie antérieure. 3 mois plus tard, le bébé rampe déjà partout dans la maison et sa puissance a atteint le niveau océanique. Dans sa vie passée, il lui avait fallu 1 an pour passer du niveau des élémentaires à l'intermédiaire. À l'époque, il avait participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails, subissant d'innombrables blessures. Aujourd'hui, il est passé du niveau C élémentaire à l'intermédiaire en seulement 3 mois, en buvant du lait. Lors d'un dîner familial, le petit protagoniste rampe jusqu'à la grande table. Le grand-père, furieux, se plaint que quelqu'un ait laissé le jeune maître se balader tout seul. La servante s'excuse, expliquant qu'il rampe tellement vite qu'elle n'arrive plus à le suivre. Le père plaisante en disant que son fils doit encore vouloir du lait, et la mère, épuisée, se plaint qu'il soit collé à sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps, il doit continuer à devenir plus fort. À la surprise générale, il se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont stupéfaits face à cette scène incroyable. Le bébé marche vers sa mère, qui l'observe, abasourdi. Il saute sur elle, et elle pousse un cri, lui demandant de la laisser manger tranquille. La servante, ébahie, signale que le jeune maître se tient debout et se déplace tout seul dans la pièce. Le majordome affirme que l'enfant a une constitution céleste et que son développement est extraordinaire. Le grand-père est ravi de voir son petit-fils déjà capable de se tenir debout, et le regarde avec fierté. Il déclare alors qu'il est temps, selon les traditions familiales, de lui choisir un serviteur personnel. Dans un endroit sombre, l'aîné demande les résultats du test. Un garde lui répond qu'il ne reste que 2 candidates. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée. Il observe attentivement, jusqu'à ce qu'il reconnaisse soudain l'un des candidats et soit complètement choqué. Dans une cellule, une fillette aux cheveux blancs est en position défensive, visiblement effrayée. De l'autre côté, une fille blonde charge en criant, prête à vaincre son adversaire dans l'arène. Stupéfait, le bébé se demande ce qu'elle fait ici, et son corps commence à briller intensément. Il utilise alors son pouvoir de type foudre pour électrocuter l'une des filles. Sous la force de la décharge, la blonde est projetée au sol, assommée sur le coup. La fillette aux cheveux blancs en profite pour se jeter sur un morceau de pain. Sans hésiter, elle s'en empare et commence à le dévorer avec avidité au milieu de la cellule. Les cheveux de la mère se dressent sur sa tête. Le protagoniste panique, espérant que personne n'a remarqué quelque chose de suspect. Le grand-père rit et affirme que son petit-fils a un esprit combatif bien supérieur à celui de son père. Le bébé se dit que c'est bien pratique d'être un enfant, les adultes trouvent toujours des excuses pour tout. L'aîné décide que la fillette sera la servante du jeune maître et ordonne qu'on la lave et qu'on lui enseigne les bonnes manières. Pendant qu'elle continue de manger comme une affamée, sans se soucier de ce qui l'entoure, le bébé dans son berceau affiche un sourire ravi et appelle sa nouvelle servante. Le majordome explique qu'elle est une « servante de mort » et qu'elle devra protéger le jeune maître. La petite aux cheveux blancs hoche la tête, acceptant son nouveau destin. Il ajoute qu'elle devra suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante est envoyée dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. Dès son arrivée, le garçon l'appelle en souriant avec enthousiasme et se désigne du doigt. Mais la fillette sort soudainement un couteau, et son expression se transforme en haine et vengeance. Le bébé panique et essaie de parler, mais ses cordes vocales immatures l'en empêchent. La fille déclare qu'elle va le tuer sur le champ pour venger la mort de son grand frère. Elle lève son arme, prête à frapper le nourrisson sans défense dans son berceau. D'un bond agile, le bébé esquive l'attaque avec une rapidité incroyable et saute hors du berceau, ne laissant qu'une silhouette d'énergie derrière lui, ce qui étonne profondément la fillette. Il réapparaît juste à côté d'elle, la laissant sans voix. Soudain, la jeune fille libère une aura verte, elle est dotée d'une perception divine de type vent. Le bébé, stupéfait, utilise alors sa foudre pour se défendre. Les 2 énergies s'entrechoquent, illuminant toute la pièce de couleurs intenses et vibrantes.
Le petit pense que manier 2 pouvoirs en même temps est trop exigeant pour son corps de bébé. Il a alors une idée brillante, utiliser sa perception divine foudroyante à faible intensité. Il projette une petite lance d'éclair qui touche la fille et la paralyse momentanément. Elle s'effondre, incapable de bouger correctement. Épuisé mais soulagé, le bébé s'approche et touche la lame tranchante du couteau, se blessant volontairement au doigt. Une goutte de sang apparaît, et il l'utilise pour écrire un message sur le sol. Fier de son plan ingénieux, il pense avoir réussi à communiquer. Mais la fille, qui ne sait pas lire, l'attaque à nouveau. Il esquive rapidement, inquiet. Si quelqu'un la voit en train de tenter de le tuer, elle est condamnée. Pendant ce temps, le traître se promène dans le manoir avec une boîte en bois dans les mains. Dans un flashback, on voit le père du garçon lui dire qu'il est encore en vie uniquement parce qu'il reste utile. L'homme, au sol, remercie le jeune maître pour sa clémence et promet de se racheter. Le maître lui dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense alors à l'objet rare qu'il a acheté à une vente aux enchères, après avoir tout vendu. Soudain, il entend du bruit provenant de la chambre du jeune maître. Il ouvre la porte, appelant l'héritier de la famille Lou, et découvre les 2 enfants qui courent dans tous les sens. Voyant une opportunité, le bébé lance un regard sombre au traître et élabore un plan. L'homme, complètement confus, ne comprend rien à la scène. Le bébé saisit la main de la servante et retourne le couteau. Il lui envoie une légère décharge électrique sur le front, ce qui la fait s'évanouir. Il attrape ensuite le couteau en plein vol, complétant ainsi son stratagème. Sans hésiter, il se poignarde à l'épaule, tachant la lame de sang. Le traître, horrifié, hurle en voyant cela. Le bébé lance ensuite le couteau ensanglanté en direction de l'homme, qui le rattrape au vol, figé par la peur. Sous le choc, il fait tomber la boîte qu'il tenait. Le petit prend alors une profonde inspiration et se met à pleurer à grands cris sur la fille évanouie, amorçant sa grande mise en scène. Le traître, tenant le couteau couvert de sang, est pris de panique. Alerté par les pleurs, le grand-père et les autres accourent dans la pièce. En découvrant la scène, le vieil homme et son fils restent figés, le visage grave. Le nourrisson continue de pleurer et se penche sur la servante, donnant l'illusion qu'il l'a protégée. Fou de rage, le grand-père pointe du doigt le traître et l'accuse d'avoir tenté d'attaquer son petit-fils. Pris de panique, l'homme jette le couteau au sol et tente de se défendre, clamant son innocence. Mais le père du bébé ne le croit pas et le frappe violemment pour avoir osé s'en prendre à son fils. Le traître, le nez en sang, explique désespérément que c'est la fille qui a attaqué le bébé et qu'il a essayé de le défendre. Le nourrisson, toujours en pleine performance, continue de pleurer, tandis que l'homme hurle de désespoir. Il jure qu'il dit la vérité, mais personne ne semble le croire. Le père du bébé lui assène un autre coup de poing et lui demande furieusement où est le cadeau. Affolé, le traître cherche la boîte qu'il a fait tomber. Le grand-père, quant à lui, félicite la petite fille pour avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. Il pose sa main sur l'épaule du bébé, qui se crispe. Les yeux du vieil homme brillent d'une colère rougeoyante alors qu'il déclare qu'il a appris à son fils comment dresser des chiens, mais qu'il a failli perdre l'espoir du clan Loup. Le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé, terrifié. En sueur, il commence à trembler, redoutant ce qui va lui arriver. Soudain, le père du bébé se retourne et le fixe d'un regard rempli de haine et de mépris. Il lui assène un violent coup de pied en lui disant qu'il lui avait laissé une chance, mais qu'il a osé le trahir. L'homme essaie de se justifier, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne au chien. Voyant son plan réussir, le petit protagoniste pousse enfin un soupir de soulagement. La blessure à l'épaule toujours saignante, il jette un regard inquiet à la fillette inconsciente. C'est alors que le majordome s'approche et dit qu'il faut immédiatement l'emmener pour la soigner. Mais il panique soudain en se souvenant qu'il a écrit un message sur le sol, juste sous la servante inconsciente. Alors, le garçon s'allonge sur elle et secoue la tête pour empêcher l'homme de la déplacer. Le membre du personnel soulève quand même le jeune maître, le séparant de la fillette évanouie. Le majordome repose alors le bébé dans son berceau, pendant que celui-ci affiche un air extrêmement inquiet. Voyant que l'homme s'apprête à prendre la servante, il hésite, doit-il le neutraliser avec une décharge électrique ? Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il jette un regard vers la servante, élaborant un nouveau plan. L'homme soulève alors la fillette et laisse apparaître une flaque de sang sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué en constatant qu'elle est réellement blessée. Le majordome, voyant la tache de sang sur ses vêtements, semble lui aussi surpris. Le petit est confus, comment a-t-elle pu être blessée ? L'homme l'emporte rapidement et ordonne qu'on nettoie la chambre du jeune maître. Seul dans son berceau, le bébé pousse un soupir de soulagement, mais il reste troublé. Il se pose des questions, mais les remet à plus tard, d'autres choses plus urgentes l'attendent. Il saute hors du berceau, prêt à mettre son nouveau plan en action. Dans une salle de massage, une huile spéciale est en préparation pour sa mère. La femme reçoit alors un massage relaxant de la part d'une servante. Elle semble détendue, savourant ce rare moment de calme. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit appelle subitement pour du lait, la faisant sursauter. Il rampe jusqu'à elle, et la mère se plaint qu'il revienne encore, affamé comme jamais. Il commence à téter, et la femme soupire, demandant combien de temps cela va durer.
Mais le petit sait qu'il doit accélérer sa croissance s'il veut pouvoir parler, et tout expliquer à sa servante. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.